accueillir et de nous offrir l'opportunité de vous donner un aperçu de ce que nous faisons à l'Institut de la permaculture appliquée, autrement appelé IPA. Ça marche pas, donc, dans ce webinaire, on a choisi donc de vous faire découvrir la permaculture, vous expliquer un peu son éthique, sa contribution au monde actuel, et puis de faire des liens innovants entre la nature, la permaculture et le monde de l'entreprise. Et on vous présentera également l'éthique et les principes de la permaculture. Alors, 3 quarts d'heure pour découvrir des stratégies inspirantes que la plante a développées pour croître. 3 quarts d'heure pour découvrir 3 principes de permaculture pour vous aider à manager de manière plus durable et à solutionner, on l'espère, quelques-unes de vos préoccupations en 2021. 3 quarts d'heure pour s'inspirer, faire des liens et partager. Notre présentation dure environ 30 minutes et à la fin, nous prendrons un temps, comme le disait Claire, pour répondre à vos questions que l'on espère nombreuses. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, en fait, on a créé l'Institut de la permaculture appliquée aux organisations pour créer des ponts entre la permaculture et les organisations au sens large, à savoir les entreprises, les grandes ou petites, et les associations, les collectivités. S'inspirer du vivant pour faire avancer les projets et les équipes, expérimenter les principes de la permaculture dans le monde économique et social. Et concrètement, ce qu'on propose, c'est des ateliers collaboratifs, de la facilitation en co-design et aussi de l'accompagnement dans l'ingénierie de vos projets ou de vos événements d'équipe. Alors moi, je suis Marie-Julie Roch, je suis designeuse et facilitatrice en innovation positive. J'essaye à travers mes différents engagements et activités de développer la responsabilité sociétale des entreprises, de réconcilier l'économique, le social et la planète pour un monde plus juste. La permaculture, son éthique et ses principes m'ont tout de suite séduite, tant ça permet d'être une grille d'action intelligente et pertinente entre les hommes et la nature, pour créer de nouvelles innovations positives et de meilleures richesses. Et c'est là où j'ai rencontré Marie-Noël. Donc, Marie-Noël, c'est moi. Donc, de mon côté, en fait, le jardin, ça a toujours été une partie intégrante de ma vie. J'ai plutôt fait une carrière dans le marketing, à la fois dans des grands groupes et puis aussi dans une start-up que j'ai créée et qui vendait justement des plantes pour le jardin. Et c'est justement pendant cette expérience de start-up que j'ai parcouru les pépinières et que j'ai dû répondre aussi aux questions que me posaient mes clients et que je me suis intéressée du coup aux méthodes de culture, et c'est comme ça que je suis venue à la permaculture. Et en fait, j'ai vite fait le parallèle entre les principes de la permaculture et la vie en entreprise, et je trouve que c'est des outils formidables qu'elle offre aux managers et à l'entrepreneur. Et c'est pour ça qu'on a créé l'IPA avec Marie-Julie. Alors, nous allons commencer par une question de circonstance en ce mois de janvier. Quels sont les sujets majeurs qui vous animent en 2021? Donc, on vous invite à aller sur menti.com avec vos téléphones et de rentrer le code 29 15 950. C'est assez simple, vous ne devez pas laisser vos coordonnées. Il suffit d'aller sur menti.com, taper le code 29 159 50 et on va vous partager l'écran Voilà. Marie-Noël. Vous avez tous bien noté le 29 105. Non, mais si on va le partager l'écran. Alors, voilà. Donc, normalement, si vous commencez à remplir sur menti.com, on va voir apparaître vos réponses. Je vous donne quelques instants pour avoir le temps de vous connecter. Claire, est-ce qu'il y a des problèmes dans les questions? Non, non, tout va bien, mais moi, je suis en train de me connecter. Ça prend quelques secondes quand même pour se connecter. Oui, ça prend quand même quelques instants. Pour moi, tout va bien. D'accord, merci. Donc, il faut entrer le code 29 15 95 0. Donc, quels sont vos sujets majeurs pour 2021, en ce début d'année? Développer mon business, l'imagination, innover, faire des échappées belles, la transformation, la transition,
Réseauté, épanouissement personnel, création d'entreprise, imagination, l'épanouissement des employés, la résilience. team building, bah, vous avez plein de sujets. Bon, c'est bien. On va essayer d'y répondre au mieux. Bon, je vois que vous êtes prolifique, super. Le team building, donc vraiment, c'est aussi du management. L'épanouissement des employés également. Ok, ça marche. Donc, on va revenir sur notre présentation. Ouais. Vas-y, viens toi. Voilà. Voilà. Oups. Alors, comme nous vous le disions en introduction, la nature est très apprenante. Elle a développé des stratégies depuis 3,8 milliards d'années et s'en inspirer permet souvent de penser autrement son entreprise. Alors, comme nous sommes au village Baïséa et que vous êtes un accélérateur, on s'est dit que l'analogie entre la vie d'une graine et d'une start-up était sûrement très pertinente. Nous allons vous raconter la germination d'une graine en terre et ses stratégies qui posent les bases fondamentales qui assureront son futur développement. Donc la jeune pousse, un petit peu à l'image de la start-up, pour arriver à se développer, elle va adopter 3 stratégies complémentaires. Donc tout d'abord, première stratégie, les ressources. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la graine, elle contient tout le nécessaire pour devenir la jeune pousse, presque indépendamment du sol dans lequel elle sera plantée. Elle assure seule son démarrage. Comment ? En fait, la plante mère, avant que la graine ne s'en détache, elle lui a fourni au sein même de la graine suffisamment de réserves de sucre pour amorcer le début de sa croissance. C'est comme si le bébé arrivait avec son biberon finalement. Une fois que les éléments extérieurs sont réunis, l'eau pour se réhydrater, la chaleur qui doit être suffisante, la graine va décider d'entrer en germination. Et pendant les premières semaines de sa germination, elle va se nourrir uniquement grâce à ses propres réserves, ses ressources internes. La deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle la rhizosphère. Donc là, c'est un mot un petit peu barbare. On va vous expliquer. La plante, en fait, quand elle commence à germer, elle va contribuer à créer son sol, et ce, dès son démarrage. Elle a pris soin d'emporter donc sous sa coque, comme on l'avait dit, certaines bactéries, certains champignons qui vont lui être essentiels pour assurer ses échanges avec le sol et son développement. Donc, c'est ce qu'on appelle un microbiote et c'est le même que celui de la plante mère. Donc, en fait, il y a un genre d'ADN en fait, qui se transmet et c'est une forme finalement de start box pour l'aider à se développer comme la plante mère l'a fait avant elle. Ce ne sont pas n'importe quel champignon et pas n'importe quelle bactérie, en fait. C'est juste ceux et celles qui lui sont utiles et avec lesquels elle peut collaborer intelligemment, parce qu'on va parler de collaboration. Il s'agit d'un réseau et ce réseau s'appelle la rhizosphère. Une intense collaboration va pouvoir commencer et une relation gagnant-gagnant. Alors c'est là où on va voir l'importance de la diversité de la symbiose. La plante va fournir via ses racines les sucres que la rhizosphère ne peut pas synthétiser. Et la rhizosphère va lui apporter en échange des sels minéraux que la plante est incapable de décomposer. On appelle cette coopération symbiotique la mycorhize. Symbiotique car gagnant-gagnant, win-win. Et la plante et sa rhizosphère vont pouvoir se développer de concert. La rhizosphère va donc se diversifier, attirer de plus en plus de micro-organismes et va s'enrichir pour développer des relations gagnant-gagnant. Troisième stratégie de la graine, s'ancrer avec des racines solides. Donc, grâce à la rhizosphère, comme on l'a vu, la plante au stade cotylédon va développer en même temps que sa tige des solides et des racines bien s'ancrer dans le sol. La première racine développée, notamment chez l'arbre, c'est la racine pivotante qui part le plus profondément dans le sol. Puis après, il y a des racines plutôt horizontales ou des racines traçantes qui vont se développer pour augmenter les échanges avec la rhizosphère. Ces racines, elles constituent l'interface avec la rhizosphère. Et au début, la plante, elle surdéveloppe cette partie racinaire par rapport à la partie aérienne, comme on peut le voir sur cette photo. Quand la graine sort enfin de terre, elle peut entrer dans sa phase d'accélération et par exemple aller au village Baïséa. Alors, si l'on résume et que l'on pousse l'analogie avec une start-up. Phase 1, la graine se développe d'abord sous terre pour mûrir en sécurité, loin des prédateurs. Tout comme l'idée de l'entrepreneur que tout début doit être protégé. Alors, pour vivre sur terre, elle doit compter sur ses propres ressources, au moins au début. Quand les conditions extérieures sont à nouveau réunies, elle peut commencer sa croissance. Phase 2, dès le premier jour, la graine développe de concert ses racines et son réseau, la rhizosphère.
qui ont une relation gagnant-gagnant. Phase 3, le déploiement à l'extérieur. La jeune pousse sort enfin de terre, là où vous en êtes. Elle est dans sa phase d'accélération, la phase dans laquelle vous êtes vraiment en ce moment au village Baiser. Elle peut alors compter sur ses racines, elle peut compter sur son réseau et commencer à développer ses feuilles qui vont lui ramener des ressources, de l'énergie, comme le fait la plante avec la photosynthèse. Alors, cela pose des questions intéressantes à une jeune start-up. Quelles étaient vos ressources au début de l'aventure? Quelles sont-elles maintenant? Quelles sont vos ressources aujourd'hui? Quelles sont vos racines? Est-ce votre mission, vos valeurs? Sont-elles suffisamment fortes et solides pour porter votre futur développement? Avez-vous suffisamment développé vos racines avant de penser aux feuilles? Ça, c'est pas si évident parce que souvent, on s'imagine toutes les belles feuilles qu'on va développer sans penser à ses racines. Quel est votre rhizosphère? Quelles sont vos parties prenantes et sont-elles actives et nourrissantes? Êtes-vous en mesure d'attirer de nouvelles parties prenantes pour organiser votre propre biodiversité? Bon, vous me direz, et la permaculture dans tout ça? Eh ben, en fait, la permaculture, elle est souvent perçue comme un ensemble de principes et de techniques pour une agriculture durable. Mais ce qui fait sa spécificité, c'est vraiment son éthique, hein, et les principes de design qui vont pouvoir s'appliquer à des situations vraiment variées, y compris en entreprise. L'objectif de la permaculture, c'est justement d'assurer la résilience, la durabilité à des systèmes humains qui sont intégrés dans leur environnement naturel, humain et économique. Comment s'en inspirer au quotidien, dans mon business, dans mon management? Justement, les principes de la permaculture, elles permettent de créer des ponts, des liens entre la nature et le monde de l'entreprise. C'est en tout cas ce que nous faisons à l'Institut de la permaculture appliquée. Alors, la permaculture est née d'un courant de pensée dans les années 70 et c'est l'époque où paraît le rapport Meadows. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. C'est un rapport développé par les époux Meadows du MIT et qui marque les esprits en annonçant la décroissance. Ils mettent en parallèle les ressources disponibles, c'est la courbe en haut verte, et l'augmentation de la population et de la production. Et on s'est aperçu que cette croissance illimitée est impossible dans un monde, est impossible dans un monde fini. On voit aussi sur ce graphique, je ne sais pas si vous voyez le bas de l'écran, c'est qu'on est un peu en haut de la montagne et qu'après le haut de la montagne, et ben, voilà, la descente pourrait s'amorcer. Alors, ce que nous dit ce rapport, c'est que la Terre n'est pas une ressource inépuisable, mais un capital à transmettre aux futures générations. Et les années 70 sont aussi celles des mouvements du retour à la Terre pour les jeunes occidentaux et le début de l'écologie en tant que tendance politique. Donc, c'est dans ce contexte que deux Australiens, Bill Mollison et David Holmgren, se sont inspirés du fonctionnement de la nature pour réfléchir au fonctionnement d'une agriculture durable. Comme on l'a dit, c'était un moment de retour à la terre pour des jeunes, mais qui n'avaient pas forcément appris à cultiver. Et toutes ces communautés qui commençaient à s'installer, il fallait les nourrir. Et donc, ils ont réfléchi justement à comment les nourrir de façon durable. Donc, ils ont expérimenté des principes de design qui aujourd'hui servent de cadre pour la création et la gestion des environnements nourriciers. On est là pour nourrir. Alors en fait, la permaculture essaye de recréer quelques liens. Elle essaye de recréer des liens entre les hommes et entre la nature. Alors, on pense souvent qu'on est en dehors de la nature, mais en fait, nous sommes la nature. Et nous sommes indiscutablement et infiniment intriqués dans la nature. Alors, nous sommes faits des mêmes composants que l'ensemble du vivant. Et dans ce schéma, le schéma qu'on vous propose, au centre, vous avez les besoins des hommes et des femmes. Les besoins des hommes et des femmes qui sont multiples, de l'eau, de l'air, la nature, se nourrir, l'habitat, être en lien, mais on produit aussi des déchets, on a besoin de travailler, de l'argent, de se divertir. Donc, mettre les besoins des hommes au milieu et autour, sur le cercle, on retrouve les limites de la planète. Alors, pour ceux qui connaissent la théorie du donut de Kate Raworth, c'est le plafond écologique. Comme nous le savons tous, notre planète n'est pas en bon état. L'eau, le sol, l'air sont pollués. La biodiversité connaît une extinction massive, 1000 fois plus rapide que l'extinction naturelle. On a déjà perdu un tiers de la biodiversité. Quant à nos ressources, elles sont vraiment aussi limitées, comptées.
c'est ce qui est marqué sur le cercle. On sait par exemple qu'il n'y a pas une goutte de pétrole qui est produite depuis 300 millions d'années et qu'on atteint un peu un plateau. Alors, on ne sait pas exactement quand est-ce que ces ressources vont se terminer, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles vont se terminer plutôt tôt que tard, vu les consommations effrénées qu'on en fait. Et non seulement les ressources énergétiques sont limitées, donc le gaz, le charbon et le pétrole, mais les ressources en métal aussi sont limitées. Il y a les réserves de fer, par exemple, sont estimées encore à 80 ans. Or, le fer, on le retrouve dans tous nos objets, enfin dans beaucoup d'objets en tout cas. Et les ressources en cuivre, on les estime à 30 ans devant nous. Donc, comment concilier cette nature aux ressources comptées avec nos besoins qui sont quand même plutôt infinis dans la mesure où on consomme plus d'une planète sur Terre. Il n'y a pas longtemps, le jour du basculement, ça doit être en mai ou juin. Donc voilà, on consomme bien plus qu'une planète. Alors, ça avance chaque année. Ça avance chaque année. Donc, comment faire pour créer tout ça? Alors, on va passer... Alors, avec toutes ces données, comment inscrire votre modèle économique pour qu'il soit sociétalement responsable? C'est vraiment la responsabilité sociétale qui nous intéresse. Donc, la permasystémie est ce modèle issu entre autres de la permaculture et qui permet d'embraser peut-être plus facilement les enjeux qui sont devant nous. C'est de la permaculture appliquée aux organisations et c'est ce que nous faisons à l'Institut de la permaculture appliquée. Donc, quand on regarde le schéma, on a rajouté aux besoins et aux limites de la Terre l'éthique de la permaculture qui est de prendre soin de notre planète et qui est de prendre soin des hommes. Et dans l'éthique, donc c'est prendre soin de la planète, prendre soin des hommes et quel équilibre, quelle répartition équitable on fait entre ces besoins et entre prendre soin de la planète. Alors, c'est un équilibre à chercher, à trouver, alors peut-être individuellement, mais aussi collectivement, dans vos entreprises, mais aussi sur les territoires. Et donc, prendre soin des hommes et de la planète, c'est aussi prendre soin de vos clients, c'est prendre soin de vos collaborateurs. Et la question est de, voilà, comment faire prendre soin de vos collaborateurs et prendre soin de la planète, car tout est intriqué. C'est-à-dire que si vous prenez pas bien soin de la planète, tôt ou tard, voilà, ils auront des problèmes, vos collaborateurs ou vos clients auront des problèmes pour se nourrir, auront de l'eau qui seront viciées et l'air sera irrespirable. Donc, c'est tous ces enjeux qui sont posés là par la permasystémie et par ce schéma. Alors, on vous invite à prendre à nouveau quelques instants pour réfléchir à votre management ou à votre entreprise, à la façon dont vous prenez ou pourriez prendre en compte les besoins des hommes, vous, vos collaborateurs, vos clients, les parties prenantes. Donc, on va revenir sur menti.com, c'est le même code que tout à l'heure, donc 29 15 995 0. Et je vais juste partager l'écran pour pouvoir aller sur la page d'après. Est-ce que je peux aller sur la page d'après? Ouf. Il faut sortir. Ça ne marche pas. Hop. Voilà. Je présente. Et normalement. Là, dans votre management, comment faites-vous pour prendre soin des hommes et de la planète? En sachant que plus vous prendrez soin des hommes, normalement, plus vous prendrez soin de la planète, et plus vous prendrez soin de la planète, a priori, mieux vous prendrez soin des hommes et des femmes. C'est vrai qu'on aurait pu mettre pour les femmes. Alors, je vais juste partager l'écran pour que vous puissiez y aller. Voilà. Donc là, normalement. Je vous invite à y aller. Donc le code, il est en haut, hein, si vous l'avez perdu. Mais si vous êtes resté connecté sur menti.com, c'est le même code que tout à l'heure. Donc 29 15 95 0. Donc pour prendre soin des hommes et de la planète, ça peut être des actions aussi très simples. Hein. Ce n'est pas forcément des choses incroyables comme sauver l'univers. L'écoute. La sensibilisation. Écouter, comprendre, échanger, créer des synergies en binôme.
Donc là, on voit bien aussi la diversité pour aider les collaborateurs. Le vélo, bravo. Je les écoute et j'essaye de me mettre à leur place et je leur parle avec bienveillance. Écoute et partage. Encore peut-être quelques instants. Oui. L'accompagnement. Okay. Le télétravail, bah oui, forcément. Ok, on va continuer. Du coup, et je vais repartager. Ça ne marche pas. Avec voilà. On vous remercie pour toutes vos réponses et votre partage. Donc, on parlait donc effectivement de répondre aux besoins des autres, prendre soin du territoire dans lequel on est basé, prendre soin de la planète qui nous apporte le couvert, hein, bien sûr. C'est ce que nous invite à faire l'Institut de la permaculture appliquée aux organisations. Et nous vous proposons maintenant d'approfondir 3 principes de permaculture. Il y en a bien plus, mais on en a choisi 3 qui nous paraissent les plus adaptés aux entreprises, aux startups qui sont intégrées ici, accélérées ici au village Baïséa. Donc, premier principe, c'est capter et stocker l'énergie. Nous l'avons vu au début de ce webinaire, la première stratégie de la graine, c'est cette réserve d'énergie au service de sa croissance. La gestion des énergies est essentielle dans une entreprise. Il est intéressant de se demander comment capter ces ressources énergétiques et aussi comment les conserver pour se constituer des réserves en cas de coup dur. Alors, si l'on parle de ressources d'énergie fossile, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est évident qu'il faut en consommer beaucoup moins. On a estimé que pour avoir une hausse de la température de 2 degrés, il faudrait que 80% des énergies restent stockées dans le sol, ce qui est énorme. Donc, ça veut dire vraiment changer profondément nos modèles économiques dans nos entreprises. On parle d'énergie matérielle, mais on parle aussi d'énergie immatérielle. Marie-Noël. Et si on parle d'énergie immatérielle, ce qui est intéressant, c'est de se demander quelles sont nos véritables énergies dans nos entreprises, quelles sont nos réserves, quels sont nos véritables moteurs. En entreprise, l'énergie, au-delà de la simple énergie de survie, c'est la compétence, le savoir-faire, la motivation des salariés et aussi la confiance qu'accordent les clients à l'entreprise. Ces ressources immatérielles, on se doit d'y accorder une vigilance toute particulière afin de les préserver. Et en ce moment, on a vu la difficulté d'entretenir, par exemple, le relationnel positif et utile avec les clients, entre associés, avec les collaborateurs. Ne pas laisser la flamme s'éteindre sous peine de manquer de feu pour demain. Capter et stocker l'énergie, c'est aussi capter et stocker la motivation des parties prenantes pour des relations gagnant-gagnant. Alors, deuxième principe, c'est le problème devient la solution. C'est un principe qui est souvent qu'on a un peu de mal à comprendre. Alors, on va vous l'illustrer avec la rhizosphère. En fait, le problème se posait à la jeune graine. Comment assurer très vite des échanges avec son milieu, le sol, qu'elle ne connaît pas et dans lequel elle allait tomber, peut-être loin de son sol originel, si par exemple un oiseau l'avait embarqué. Donc, la solution qu'a trouvée la graine ici, c'est d'embarquer sa rhizosphère au sein même d'elle-même. Donc, c'est une solution parfaitement adaptée et c'est devenu une solution parfaite avec la promesse d'un sol sur mesure. Le problème, ici un sol inconnu, pas forcément compatible, devient la solution en modifiant le sol à sa mesure. C'est un principe super. En entreprise, on a parfois tendance à chercher des solutions à l'extérieur alors qu'elles sont souvent devant nous. On peut l'utiliser par exemple dans l'exploitation des diagnostics de type SWOT que vous connaissez tous. Avec un peu de créativité, on va chercher justement à transformer le problème en solution. Ça veut dire quoi, transformer le problème en solution? Regardez par exemple chaque menace comme une opportunité. Un nouveau concurrent, c'est peut-être aussi, notamment dans le milieu des startups, c'est parfois un prochain partenaire, même quelquefois un futur associé. Hein. Le problème avec un prestataire, c'est aussi peut-être une opportunité de renégocier la qualité des prestations. Une baisse d'activité, ça peut être aussi vu comme une opportunité de revoir son portefeuille produit ou service, de mieux le structurer. La crise, c'est un révélateur, c'est aussi un accélérateur de changement, de transformation. Regardez chaque incident comme une opportunité de tester la solidité de vos process, de votre offre, de votre modèle économique.
J'ai en tête l'exemple de Blablacar. Si vous regardez l'histoire de Blablacar, à chaque fois qu'ils ont eu un problème, une menace pour leur activité, et ben l'année d'après, c'est devenu une opportunité. Hein, quand les cars se sont développés, les voyages en car entre villes de petite taille, c'était une grosse menace puisque c'était le marché de Blablacar. Et l'année d'après, Blablacar était entré au capital des Ouibus. Hein. Pareil en Russie, quand les compagnies de cars les ont attaqués en justice au motif qu'ils n'étaient pas russes, l'année d'après, ils avaient acheté ça leur a donné l'idée d'acheter une compagnie de cars russe. Donc, voyez comment vous pouvez transformer vos opportunités, vos menaces en opportunités. Alors, troisième principe, c'est valoriser la diversité. Nous l'avons vu, la rhizosphère se développe en se diversifiant. Elle est tellement diversifiée qu'elle peut après protéger la plante, les racines des éléments pathogènes qui pourraient lui nuire. Alors, ces micro-organismes, la plante, la rhizosphère va être tellement diversifiée que des micro-organismes pourront attaquer les éléments pathogènes, les neutraliser et les disséquer. Alors, comble de l'ironie, c'est que ces pathogènes vont devenir des nutriments pour la plante. La diversité ici est une chance, les compétences se multiplient et les solutions s'accroissent. Augmenter la diversité de son milieu accroît la résilience. On est plus à même d'affronter les difficultés ou d'innover. La biodiversité est une des bases de la résilience des milieux. En entreprise, la diversité, bien sûr, c'est à promouvoir par les managers. On parle de compétences, de talents dans les équipes. Mixer des profils variés permet une plus grande richesse, une résilience plus grande. Être habitué à collaborer avec des gens différents, ça vous stimule les neurones et ça stimule la vigilance à tout niveau. Donc, c'est une très bonne gymnastique. C'est la même chose pour les autres parties prenantes. Avoir des réseaux différents, ça permet aussi plus de résilience à terme. Diversifier sa clientèle, sans forcément s'éloigner de son positionnement, ça permet un meilleur équilibre de portefeuille et ça évite les aléas liés à des crises sectorielles. En période de croissance ou de crise, la diversité se révèle bénéfique. Elle permet de mieux réagir avec des ressources différentes. On a en tête, par exemple, l'exemple du pionnier des caméras 360 degrés gyroptiques, qui a malheureusement dû s'arrêter après 10 ans d'existence. C'était une start-up qui était essentiellement constituée d'ingénieurs comme le fondateur. Peut-être qu'avec un peu plus de diversité de profils, ça lui aurait permis d'être plus pertinent dans les décisions de développement qu'il a prises. Alors, nous venons de vous présenter 3 principes de permaculture et il y en a bien plus. La permaculture est une matière vivante qui s'enrichit continuellement. Elle n'est pas un dogme, chacun peut s'approprier les principes et l'utiliser en fonction de son contexte dans son environnement et peut-être même en découvrir d'autres. La communauté des permaculteurs est riche d'échanges, de retours d'expérience. C'est ce que nous favorisons à l'IPA. Alors, à l'IPA, nous avons recensé 17 principes qu'on vous a mis sur ce schéma, qui nous paraissent particulièrement pertinents et importants. Donc, ce schéma, nous l'avons appelé la permasystémie et qui permet de concentrer en un seul regard les besoins des hommes et des femmes, de vos clients, de vos collaborateurs, les limites de la planète et les principes de permaculture, dont 17 qui vous sont présentés. Donc, le premier, par exemple, c'est observer, l'importance d'observer. On ne l'a pas développé là, mais c'est toujours intéressant de prendre un vrai temps d'observation et de savoir ce qu'on observe, d'où on observe et avec qui on observe. Et ça vous permet surtout de mieux manager vos équipes et vos projets. Alors, ce modèle offre de multiples portes d'entrée. On vous le laisse voilà, on va vous le remettre à la fin parce que vous verrez qu'il peut être vraiment très très riche pour vos écosystèmes. Donc en fait, la permaculture, elle va pouvoir nous guider en entreprise pour manager, pour organiser, pour innover, pour expérimenter, pour faire avancer les projets également. Et les stratégies inspirées des principes et de l'éthique de la permaculture sont forcément plus durables, plus respectueuses de l'homme et de la terre. C'est ce que nous on appelle à l'IPA les permastratégies. Et une de nos ambitions, c'est justement de vous aider à élaborer vos permastratégies. Alors à l'IPA, nous cherchons avant tout à mettre les équipes en action. Là, vous envoyez un petit panel
car la permaculture est une philosophie de l'action. Obtenir une production et une récolte, c'est vraiment l'essence de la permaculture, tout en préservant et en répondant aux besoins et en préservant les limites de la planète. Interroger ces principes de la permaculture permettent souvent d'aller à l'essentiel dans son business model. Alors, voici quelques exemples d'outils que nous utilisons, avec toujours la co-construction au cœur de nos démarches. On utilise la permasystémisme qu'on vous a présenté, mais aussi l'effectuation, le design thinking. On fait aussi des learning expéditions dans le jardin ou dans les forêts, et on initie évidemment à la permaculture appliquée aux organisations, les entreprises, en fonction des besoins et des problématiques. Donc, comme on vous l'a dit, la permaculture, c'est une philosophie de l'action. Et donc, ce qu'on vous propose en sortant de ce webinaire, c'est justement d'essayer d'expérimenter un principe qui vous a inspiré. Regardez un peu comment il va résonner dans votre management, dans vos projets, quelles questions il va soulever, quelles solutions il pourrait engendrer. Prenez le temps de noter un principe. On va vous repasser la roue, là, et peut-être vous les énumérer. En fait, oui, pardon. Vous pouvez aussi le retrouver sur notre site, institut de la permaculture.org. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous prenez ces principes, de vous poser la question « et si ?» Et si, par exemple, mon entreprise, je la faisais zéro déchet, quelles incidences ça aurait? Et si j'optimisais plutôt que maximisais mon entreprise? Et si le problème était la solution? Et si pour tous ces 17 principes, vous posiez la question « et si ?» ça changerait certainement beaucoup les choses et vous pourriez innover. Tout à l'heure, il y avait que les gens essayaient de chercher à innover, ou vous manageriez différemment. C'est vraiment un exercice intéressant. Oui. Alors, en fait, on est un petit peu pris par le temps, donc on va aller directement aux questions. Je ne sais pas. Oh bah c'est bien, il n'y a pas de merci Marie-Noël et merci Marie-Julie. Oui, merci à toutes les deux. Alors pour l'instant, attendez, hop, une question nous arrive justement. La première d'entre elles, donc au regard de vos clients, quels sont les formats d'éveil ou d'accompagnement qui sont les plus plébiscités? C'est vrai que vous avez donné un panel assez large de tout ce que vous étiez en capacité de faire. Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui, de façon concrète, opérationnelle, fonctionne bien avec eux? Alors, ce qui marche le mieux, c'est justement de prendre, de combiner, entre guillemets, une learning expédition avec une séquence d'initiation, un petit peu comme on vient de le faire, en prenant des principes qui sont les plus adaptés aux personnes qui ont la problématique de l'entreprise. Et il ne faut pas en prendre trop parce que, comme on vous l'a dit, nous, on en a choisi 17, mais il y en a encore plus. Parce qu'il y a Bill Mollison et il y a David Holmgren, ils ont chacun écrit des livres et il y en a d'autres aussi qui en ont fait. Donc, c'est une somme vraiment importante. Donc, l'idée, c'est oui, effectivement, de prendre un ou deux principes et de voir un peu comment ça résonne pour l'équipe. Donc, ce sont des formats soit d'une demi-journée, soit d'une journée, soit plus si ça nécessite. Mais ça permet effectivement de comprendre, d'expérimenter et de prototyper assez rapidement. Ouais. Par exemple, sur des problématiques de type projet, ce qui marche aussi, c'est de s'inspirer, alors c'est plus du biomimétisme, mais de s'inspirer des saisons, par exemple. Donc ça marche très bien, soit avec des porteurs de projets, soit avec de projets entrepreneuriaux, par exemple, ou également dans une entreprise avec un projet de transformation, réfléchir aux saisons en disant, voilà, à quel moment vous êtes au printemps, à quel moment vous êtes en été, etc., avec tout ce qui découle, tout ce que ça implique pour chaque saison. Hein. Donc, être dans le feu de l'action au printemps, partir un peu en dormance en hiver et faire plutôt le bilan des ressources, récolter en été, en automne, enfin voilà. Très bien, super. Merci Marie-Noël, Marie-Julie. Oui. Pardon? On pousse l'analogie avec la nature et ça permet justement de mieux comprendre l'entreprise et de déporter un peu son regard pour apporter un regard nouveau. Très bien. Bon, merci à toutes les deux. Autre question, finalement, en temps de crise, si on peut faire un parallèle avec ce qu'on vit un peu aujourd'hui et puis le monde du vivant, mais vous l'avez déjà fait brièvement, mais
finalement, en cas d'intempérie ou de catastrophe naturelle dans la nature, la plante ou le vivant, comment réagit-il? Finalement, il se replie pour ensuite mieux s'adapter et se découvrir de nouveau. Enfin, voilà, c'est quoi les réactions, si on peut dire un peu d'application? Une réaction très intéressante est l'arbre en automne. L'arbre en automne, par exemple, on n'y pense pas souvent, mais l'arbre en automne va perdre ses feuilles. C'est une adaptation à la crise à venir qui est l'hiver, où il aura du mal à respirer, où il aura du mal à faire sa photosynthèse. Et le fait de perdre ses feuilles, ça lui permet justement de rentrer en dormance, le temps de faire une sorte de gros dos, le temps d'attendre le printemps et que les conditions soient à nouveau réunies. Alors après, quels sont les services d'entreprise perméables à la permaculture? Alors, bien sûr, enfin, on pense immédiatement à l'innovation, puisque c'est vrai que c'est assez en co-construction, c'est très, très facile de l'utiliser. Les RH, bien sûr, mais ça peut être aussi l'organisation, hein, ça peut être aussi le service commercial, hein, voir son développement d'entreprise, son développement commercial au regard de certains principes de la permaculture. Ça peut également nous aider. Il n'y a pas que Et il y a des pas que parties les RH. prenantes, comment développer ces parties prenantes? Ouais, comment développer le réseau. Ça mycorhize. On a pris l'exemple de la rhizosphère parce qu'on s'est dit que c'était vraiment très proche finalement de ce que doit accomplir une start-up pour se développer. Sans réseau, elle va pas, c'est essentiel, quoi. Donc, de bonnes racines, un bon réseau, et puis le développement peut mieux se faire, tout au moins. Et bien sûr, les RH, c'est évident que pour du team building, par exemple, ça peut être vraiment intéressant. Autre question? Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On vous laisse quelques minutes pour éventuellement les noter ici. Moi, j'en ai une petite en attendant. Vous avez montré le développement tout à l'heure de la plante, effectivement, en faisant un parallèle avec la vie de la start-up, en disant qu'au tout début, finalement, c'est un peu pour être heureux, restons cachés, quoi. En gros, on n'en dit pas trop, on reste sous terre. Alors, pour plusieurs porteurs de projets, ces notions-là et ce temps-là dans le calendrier, il est très différent. Alors vous, connaissant un peu le milieu de l'innovation et regardant ce parallèle avec la nature, vous diriez qu'il faut rester caché longtemps ou pas longtemps, ou ça dépend de la solution? Enfin, question difficile. Ça dépend du projet. Ça dépend du projet, ça dépend. Et puis c'est un petit peu comme dans la nature. S'il fait trop froid, la graine, elle va attendre. S'il pleut pas assez, elle va rester sous terre. Elle reste sous terre tant que c'est dangereux pour elle de sortir. En fonction des conditions extérieures, en fait. Donc, bien sûr, toujours une phase d'évaluation. Mais c'est pour ça qu'il y a le premier, d'ailleurs, principe de la permaculture, c'est observer et interagir avec son environnement. Et donc, la première chose que la graine fait, c'est qu'elle regarde ce qui se passe. Elle regarde avec ses petits yeux, bien sûr. Donc, elle intègre ce qui se passe et c'est seulement quand c'est le moment qu'elle sort. Très bien. Bon, je vois qu'il y a une question. En été, par exemple. Excusez-moi, ce qui ne l'empêche pas de développer ses racines et de développer son réseau quand même. Oui, tout à fait. Au début, ça peut être un petit réseau qui va après pouvoir s'agrandir parce que le réseau, voilà, ça s'accroît. C'est des cercles qui s'accroissent. Très bien. Une question de Éric Mermet. Existe-t-il de la littérature? Il en existe beaucoup. Beaucoup sur la permaculture et l'agriculture, moins sur la permaculture et le monde de l'entreprise. On vous a mis ici une slide avec des livres très intéressants. Alors, il y a Le modèle comme vivant de Gauthier Chapelle qui est une référence intellectuelle forte pour essayer justement de concilier tous ces problèmes de ressources, tous ces problèmes qu'on a engendrés dans la nature et les besoins des gens. Il y a La plus belle histoire des plantes avec Jean-Marie Pelt qui est très connu aussi, qui nous raconte justement dans quelle mesure on fait partie du vivant. En fait, c'est vrai qu'on oublie qu'on fait partie du monde vivant et de se retrouver cette histoire commune
vraiment, enfin en tout cas pour moi, ça m'a vraiment éclairé sur, voilà, sur on est intrinsèquement, le vivant est intrinsèquement lié à la santé de la biosphère. Après, Donc, le livre fondateur, hein, la permaculture. Alors, il y a deux livres sur la permaculture, un de Bill Mollison et un autre de David Holmgren. Et puis, il y en a d'autres aussi qu'ils ont écrit ensemble. Hein, c'est vraiment les pères fondateurs. Donc là, en fait, ce gros livre, c'est un gros livre, hein, c'est un beau pavé. Il reprend en fait tous les principes de la permaculture, donc expliqués par David Holmgren, qui est quelqu'un de très pragmatique, donc très facile à lire. Il écrit bien sûr à l'anglo-saxonne puisqu'il est australien. Alors, on vous a mis aussi Rob Hopkins, et si, alors c'est rare de mettre des ressources qu'on n'a pas encore lues, mais il vient de paraître. Et en fait, j'ai lu la préface. C'est quelqu'un qui est hyper intéressant intellectuellement, qui a toujours un pas de côté et qui pose le et si on libérait notre imagination. Et par exemple, dans sa préface que j'ai lue, il disait qu'au lieu de prendre par exemple le PIB comme la valeur de notre richesse, si on prenait le bonheur des enfants comme valeur, comme étalon de valeur de notre société, ça changerait énormément notre société. Donc, on vous l'a mis. Il y a aussi Jean Giono, donc c'est un écrivain qui est mort depuis bien longtemps. Et L'homme qui plantait des arbres, et c'est une nouvelle qui se lit très facilement et qui remet un peu la nature et tous les bienfaits que nous apporte la nature, voilà, au centre peut-être un peu mieux au centre de nos vies. Voilà, donc un choix de lecture très varié, qu'on a voulu très varié justement pour que vous puissiez, que chacun trouve ce qu'il a envie. Donc si vous voulez très technique, vous partez dans le livre de David Holmgren. Si vous voulez prendre du recul, ça va être plutôt le vivant comme modèle ou la plus belle histoire des plantes. Et puis bien sûr, Jean Giono, c'est très très poétique. Hein. Moi, je l'ai vu monter en pièce de théâtre. C'est très poétique, très aspirationnel et ça fait réfléchir. Super, merci. Peut-être une autre question. On vous demande comment amarrer la permaculture à la culture ou aux valeurs de l'entreprise. Alors en fait, par exemple, quand on parle des racines, c'est aussi la culture de l'entreprise. Les racines de l'entreprise, c'est ses valeurs. Hein. Je pense que, alors, les valeurs de l'entreprise, ce sont des valeurs qui sont propres à l'entreprise. Donc, on ne va peut-être pas avoir la permaculture dans les valeurs de l'entreprise si ça n'a pas de sens. Hein. Par contre, tenir compte de son environnement, je pense que c'est plus des objectifs que l'entreprise va se donner. Alors, pour certaines entreprises, c'est logique. Par exemple, je pense ici, au village Basséa, il y a le The Power of Moss qui est accéléré. J'imagine que l'écologie doit être au centre de leurs valeurs. Mais quand on s'appelle, je ne sais pas, quand on est distributeur, par exemple, quand on est dans la logistique et qu'on dirige des centaines de routiers, c'est plus éloigné. Par contre, on peut avoir dans ces objectifs un objectif justement de réduire l'empreinte carbone, de réfléchir à des modes de transport différents, plus verts. Ça, on peut le faire. Très bien, parfait. Je sais pas si ça répond. Merci. Alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? On arrive au terme de la conférence. Peut-être juste une remarque d'Éric qui nous explique que, alors c'est pas une question, mais plutôt une réflexion. Je vois dans cette démarche un outil pour déployer une marque employeur forte. C'est un peu effectivement ce que tu viens de dire aussi, Marie-Noëlle, au travers des valeurs. Oui, tout à fait. Mais je pense que la marque employeur, c'est une réflexion. C'est pas, je veux dire, la permaculture, c'est la science de l'observation, des interactions. C'est de la systémie, on en a parlé de permasystémie. Hein. Elle peut justement aider à faire l'analyse. Par contre, ça ne doit pas être un objectif en soi. Je veux dire, c'est un outil. C'est un outil. On a vraiment parlé d'outils et c'est vraiment un outil. Hein. Et la permaculture, c'est un outil pour définir ces stratégies. On a parlé de permastratégie parce qu'elles sont perma-inspirées, entre guillemets. Hein. Donc, on va utiliser les principes comme des outils.
Et c'est des outils qui ont du sens. Et ce qui est intéressant avec la permaculture, c'est que ces outils donnent du sens à l'action des collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est quelquefois très difficile à obtenir. Super, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on est arrivé au terme de cet échange, de ce webinaire. Bon, j'espère qu'au vu des remarques et des retours qu'on a sur le chat et des questions, je pense que ça a bien plu et éveillé les sens de beaucoup de monde. Ce que j'expliquais sur le chat, c'est qu'on rendra disponible le replay, je pense, hein, Marie-Noël, Marie-Julie, si vous en êtes d'accord. Comme ça, vous pourrez regarder de nouveau ou noter quelques références. Voilà, je vous laisse peut-être le mot de la fin, mais en tout cas, un grand merci à toutes les deux. On vous remercie le village Baïséa pour son super accueil. Ouais. Et à tous les participants pour leurs belles questions et leur participation. Ouais, merci pour vos contributions et on espère vous revoir bientôt à l'Institut de la permaculture appliquée aux organisations, autrement dit l'IPA, peut-être si on est à Lille, un jour autour d'une bonne bière. Ou au village Baïséa. Voilà, à bientôt. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.